Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 17e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sophie Bédard, autrice de nombreux albums dont Les Petits Garçons et Glorieux Printemps, publiés aux éditions Pawpaw, également lauréate du prix BDS Causa du meilleur album jeunesse pour Félix et la maison qui marchait la nuit, publié aux éditions La Ville qui brûle. Sophie Bédard, salut! Bonjour! Hey Sophie, je me mets à la file indienne pour te féliciter pour ton extraordinaire album jeunesse, Félix et la maison qui marchait la nuit. Merci beaucoup. Et là, je veux qu'on parle de cet album-là qui s'est mérité plusieurs honneurs, qui a été notamment de la courte sélection du prix officiel jeunesse Angoulême, album qui a remporté il y a quelques semaines à peine le BDS Causa de la meilleure bande dessinée jeunesse dans le cadre du Festival Québec BD. Félicitations. Album publié à La Ville qui brûle. La Ville brûle, ouais. La Ville brûle, oui, voyons. C'est la maison qui marchait la nuit. C'est ça. La Ville brûle. Ville brûle. D'ailleurs, Sophie, est-ce que ça a un lien avec Myrion Mal, le fait que tu as été publiée à cette structure éditoriale-là? Oui, vraiment. En fait, c'est les éditeurs de Myrion à la base. C'est une maison d'édition française et Marion, c'est ma colocataire. Et c'est une petite maison d'édition très amicale, très familiale. Et à un moment donné, ils étaient venus passer des vacances à Montréal et c'est là que j'ai fait leur rencontre. Et je pense que c'est à ce moment-là que les petits garçons ont été mis entre leurs mains puis qu'ils ont comme connu mon travail. Puis un peu plus tard, vu que j'étais en contact avec eux, j'étais comme « Hey, est-ce que ça vous tenterait que je fasse un livre chez vous? » Puis ils m'ont dit « Oui, full! » Fait que là, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Félix et la maison qui marchait la nuit, c'est un album jeunesse qui aborde des thématiques qu'on commence de plus en plus à aborder dans la littérature jeunesse, surtout dans la bande dessinée jeunesse, c'est-à-dire le deuil et aussi la dépression qui sont souvent intimement liés. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce qui se passe présentement, et je trouve que ton album le prouve avec éloquence, c'est que on est l'égal des enfants et il faut leur parler avec toute l'intelligence et la sensibilité parce que c'est des sujets, je veux dire, nous-mêmes adultes, on a du mal à composer avec le deuil, avec la dépression. C'est pour ça que les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres existent. Alors, Dieu sait que dans la tête d'un enfant ou dans le cœur d'un enfant, c'est des sujets qui sont loin d'être concrets. Et ton album, il est d'une... Comme toujours dans ton travail, Sophie, il est d'une très, très grande justesse. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et à chaque fois que je l'ai relu, il y a toujours une dimension, un détail, quelque chose une densité dans ton album. Alors, j'aimerais que tu nous parles de comment est née cette idée-là et que tu nous parles un peu de ce que c'est, ce récit-là. Tiens, je vais te laisser le présenter. Ouais, alors, Félix et la maison qui marchait la nuit, c'est l'histoire d'une jeune fille, Félix, qui vit toute seule dans sa maison et que ça fait un moment qu'elle est toute seule et on comprend qu'elle est tout le temps fatiguée, qu'elle n'arrive pas à se motiver à faire des choses, qu'elle ne va pas parler à des gens et tout. Et on se rend compte que sa maison, à chaque nuit, se lève et marche vers un autre endroit et qu'à chaque fois, ça force un peu une rencontre avec quelqu'un qui va venir cohabiter avec elle. Et là, c'est ça, le récit parle de cette espèce de cohabitation-là de nouveaux petits personnages qui vont entourer Félix, qui vont devenir leur ami et qui va faire en sorte que Félix va apprendre à plus s'ouvrir aux autres et finalement parler de pourquoi elle est triste, de qu'est-ce qui se passe en fait chez elle. Puis c'est ça, c'est l'idée
je pense que j'avais envie de parler de colocation, j'avais envie de parler d'amitié, puis j'avais envie de parler d'émotions négatives, puis de comment, moi, personnellement, c'est beaucoup l'entourage qui va venir m'aider. Autant dans le fait que je vais avoir envie de m'occuper des autres, mais aussi il va falloir que j'apprenne à ce que les autres ils ont le droit de s'occuper de moi aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de raconter. Oui, il y a cette idée qu'on n'est jamais seul au final, même Mm. si on se sent emmuré dans nos propres émotions. Ouais. Euh, et c'est intéressant aussi parce que c'est une ménagerie qui viennent habiter avec elle de petite taille. Donc, à la limite, moi, à la limite, lors de ma dernière lecture, je me suis posé la question, est-ce qu'ils se matérialisent vraiment devant elle, ces personnages-là, ou sont-ils l'incarnation de son subconscient? Je suis allé jusque-là dans la lecture. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils sont tout petits, ils sont miniatures, et que tranquillement, ils se frayent un chemin. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une lecture qui est vraiment stratifiée. Et, et Dieu que ça te va bien, la bande dessinée jeunesse, ben, la bande dessinée en général, évidemment, mais tu sais, les gens qui t'ont découvert avec, par exemple, Glorieux Printemps ou plus dernièrement avec Les Petits Garçons, par exemple, prenons Les Petits Garçons. Dans Les Petits Garçons, tu utilises une langue qui est très, très particulière. C'est fichtrement bien dialogué. En même temps, moi, je suis un vieux schnock. Alors, je lis Les Petits Garçons et j'ai l'impression de prendre la mesure de mon grand âge face au métalangage qui s'y trouve. Heureusement, j'ai des filles pratiquement de ton âge, donc ça va. Mais même là, il y a quelque chose. Et encore là, il y a une justesse dans le langage. Les mots sont pesés. Pourtant, Les Petits Garçons, on est dans un tout autre univers. C'est comment de faire le saut, tu sais, comme toi, comme autrice, faire le saut en jeunesse, euh, en, en comparaison avec ta production dite plus adulte. Est-ce qu'il y a eu vraiment une adaptation ou c'est quelque chose de tout à fait naturel? Moi, j'ai pas trouvé ça naturel du tout. En fait, je pense qu'au départ, je sais pas si j'avais approché La Ville brûle concrètement pour un album jeunesse. Je pense qu'au départ, j'avais juste ces personnages-là en tête et je sais pas si tu connais Tulip, les bandes dessinées avec comme un ourson de Sophie Gerive, mais il y a comme un visuel très enfantin, mais c'est destiné aux adultes et aussi aux enfants. Puis je pense que je m'enlignais un peu là-dessus sans vraiment comme le dire de manière claire dans ma tête. Puis à un moment donné, c'est arrivé où je me suis dit, en fait, non, ça va être pour les enfants. Et là, j'ai eu besoin de la maison d'édition pour me diriger un peu. Je pense que j'avais du mal, j'avais l'impression que je marchais sur des œufs. C'était comme pas naturel pour moi. Puis il y a eu beaucoup de réécriture et aussi, même au niveau du langage, tu sais, mais ça, c'est aussi une question de... Moi, je suis québécoise et c'était pour un public français, mais juste des mini-tournures de phrases qui me disaient non, ça se dit pas, ou comme, je sais pas, à un moment donné, il y a des personnages qui sortent dehors, puis ils voient plein de neige, puis ils sont comme, c'est de la neige collante, on peut faire des bonhommes de neige, puis ils m'ont dit, ça n'existe pas de la neige collante ici, personne dit ça, puis je suis comme, ah ouais, mais en même temps, ça fait du... Je sais pas, c'est comme c'est plein de mini-détails que je pensais pas et tout. Puis beaucoup, ils m'ont beaucoup forcé à simplifier mes phrases. Des fois, je faisais des longues phrases que quand c'est parlé, c'est naturel, mais quand c'est lu, c'est comme, OK, tu peux aller vraiment plus facilement au point que ça. Fait que c'était un peu la première fois où j'avais vraiment besoin d'un éditeur pour me tenir la main parce que c'est ça, je me sentais comme une adulte avec des grosses pattes. Puis je suis comme, je sais pas comment parler aux enfants. Puis finalement, ça a marché. Fait que ça, je suis très contente que ça allait fonctionner, mais je sais que j'avais beaucoup... j'avais une certaine anxiété autour de ça, que c'était pas un langage qui m'était naturel pour moi, ou en tout cas, j'avais l'impression que c'était pas naturel. Oui, c'est-à-dire que, ben, d'une part, il y a l'aspect normatif du langage, parce qu'effectivement, quand on te lit chez Pau-Pau, c'est très parlé. Ouais. Il y a une langue qui... Moi, je trouve que quand on te lit, il y a une langue Bédard. Il y a quelque chose, on sait qu'on est en train de lire des dialogues de Sophie Bédard. Et donc là, évidemment, mais je pense que c'est pas simplement parce que c'est un éditeur étranger.
je pense qu'effectivement, en jeunesse, et moi, je l'ai vécu avec l'écriture de mon premier roman jeunesse qui vient d'être publié, à quel point il faut synthétiser et il faut aller toujours au plus bref, au plus court, au plus concis. Et là, tout à coup, l'importance des mots est là. Mais dans ton cas, évidemment, la bande dessinée s'inscrit dans un système narratif illustré. Donc, est-ce qu'au niveau de la narration graphique, il a fallu aussi que tu t'adaptes beaucoup par rapport à tes productions dites plus adultes? Non, ça a été un peu plus naturel. Pour moi, je me suis moins cassé la tête sur une fois que j'étais rendue au point de dessiner mes planches. Pour moi, ça a vraiment été comme le scénario puis les dialogues qui ont été ardus. Mais non, les dessins, ça a été assez rapidement. Mes projets, ça commence tout le temps un peu quand j'ai mes personnages en tête. Puis eux, en fait, je les ai improvisés sur un bout de papier. Puis comme ils étaient déjà là, puis il y avait déjà leur personnalité. Tu sais, leur design, c'est un peu leur personnalité. Là. Je peux aller chercher bien loin. Comme bébé, c'est un bébé. La lapine, elle a l'air d'une professeure d'université. Puis tu sais, c'est ça. Puis à partir de là, ça a été assez facile. En même temps, encore une fois, c'est d'une efficacité. Puis la beauté de la chose, c'est que quand un album jeunesse est réussi, on peut enlever le qualificatif jeunesse parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'il n'y a aucunement d'infantilisation dans ton travail. Au contraire, des lecteurs et des lectrices assidus de Sophie Bédard, il faut absolument que dans leur bibliothèque, ils aient ce tome-là à côté des autres. Parce que pour moi, ça fait partie de ton cursus. Parfois, il y a des auteurs ou des autrices, des illustrateurs, des illustratrices qui vont mener en marche deux productions, jeunesse et grand. Quel terme qui me sort de la bouche, mais je vais le dire grand public parce que c'est l'expression consacrée, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais disons les 7-77 ans d'Hergé. Bon. Souvent, il y a vraiment... on sent vraiment une scissure. Hein? Et dans ton cas, pour moi, pas du tout. Il y a quelque chose de très homogène. Il y a quelque chose qui... C'est une pièce de plus qui s'imbrique dans ton œuvre. Et vraiment, bravo. Parce que autant, par exemple, dans Les Petits Garçons, il y a une justesse dans l'émotion est beaucoup apportée par le dialogue et les non-dits dans les dialogues, dans les hésitations, dans les pauses, que là, dans Félix et la maison qui marchait la nuit, la justesse, elle est je trouve, dans la globalité, dans le mariage de l'image qui est toujours très, très précise et le trait toujours chaleureux, surtout avec les couleurs. C'est magnifique, le travail de couleurs. Tu sais, ton album, c'est comme recevoir un câlin de quelqu'un qu'on aime profondément. Il y a quelque chose qui nous sécurise à la lecture de ton album. Et, mais c'est ça, Sophie. Je veux dire, c'est pas... je suis pas flâneur, là. Je veux dire... je trouve que c'est un album qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de cœur. Et j'espère que c'est pas ta seule incursion dans, et là j'utilise les guillemets, le jeunesse, parce que c'est un pan de ta production, moi je vois tellement de possibilités. Est-ce que tu te sens inspiré par ça? Est-ce que tu as encore des envies par rapport à revisiter ce lectorat-là? Moi, le public jeunesse, c'était la première fois que j'y avais accès quand j'ai fait des salons. J'étais allée, je pense, à Montreuil et Angoulême. Puis ça me stressait un peu parce que j'ai pas beaucoup d'enfants comme dans mon entourage et tout. Puis j'ai tellement aimé ça, leur parler. J'ai tellement aimé ça. Comme j'ai fait une présentation devant comme 2-3 groupes d'enfants. Puis comme leurs questions, ils étaient
tellement pertinentes, puis il était tellement intéressé, puis posait des bonnes questions, faisait des bons commentaires, puis j'ai tellement trippé que c'est ça. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas d'idée en tête, mais c'est clair que je sais pas, je pense que je m'attendais à rien, je m'attendais d'être awkward parce que je le suis un peu, tu sais, je suis très timide et tout, puis là, je suis comme, ah, des enfants. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça, ce lien-là, que je pouvais enfin avoir avec ces petites jeunes personnes-là, que c'est clair qu'aussitôt que j'ai une idée, puis que j'ai le temps, parce que la BD, ça prend beaucoup de temps, que je vais me relancer dans cette aventure-là. Je pense que c'est pour ça aussi que je voulais aller vers la maison d'édition La Ville Brûle, c'est que, tu sais, mon prochain livre, ça va être chez Papa parce que c'est plus un album adulte très ancré dans le Québec. Genre, ça se passe dans un petit centre commercial de Rive-Sud, fait qu'il y a un truc très québécois. Mais Puis c'est ça, Papa publie pas d'album jeunesse, fait que je voulais comme un peu avoir un lien plus à l'extérieur de Pow, comme pas juste me cantonner. J'aime beaucoup Pow, mais comme je voulais aller voir un peu ailleurs pour ce projet-là. Puis c'est ça, continuer cette relation-là que j'ai avec La Ville Brûle dans plusieurs années. J'aimerais ça faire plein. Tu sais, il y a des gens qui font comme plein d'albums par année, puis on dirait que je les envie un peu parce que j'aimerais ça avoir ce drive-là, mais mon Dieu, je pense que le prochain livre que je suis en train de faire, il va me prendre 3 ans de ma vie. Ah bon? Mais là, tu es avancé à quel stade, disons, là, juste pour qu'on puisse, nous, avoir une idée de quand on va te lire? Là, j'ai découpé, je pense, le tiers. Fait qu'une centaine de pages. OK. Donc, et toi, après le dessin, est-ce que tu repasses à l'ancrage ou tu n'encres pas? Là, j'encre. OK, donc... Donc, c'est ça. Mais je travaille quand même vite, c'est juste qu'il faut que j'aille du temps pour le faire. Mais on dirait que ça me consomme beaucoup, ce projet-là, en ce moment. Comme toutes mes journées, je pense à faire de la bande dessinée, puis je suis full into it. Alors que quand je faisais la promotion de Félix, puis j'ai fait un autre petit album jeunesse aux 400 coups, les gens me disaient comme « Ah, t'es donc bien productive et tout », puis ça faisait comme 1 an que j'avais pas fait de BD. Puis je trouvais ça bizarre, alors que là, je fais juste ça, puis ça me consomme, puis je peux pas le montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est inconcevable pour toi, lorsque tu es en promotion, en période de promotion pour un album, est-ce que c'est inconcevable parallèlement à ça, de travailler sur un prochain projet? Je pense que pendant cette période-là, j'avais juste pas le temps, en fait. C'est ça, c'était plus une question de temps. Puis là, j'ai fait quelques allers-retours entre le Québec et la France. Et là, je suis revenue à Montréal il y a 1 mois, 2 mois. Puis là, depuis que je suis posée, comme je me suis mis vraiment plus au travail. Mais oui. Tu évoquais le roman que tu as illustré aux éditions 400 coups. C'est vrai que tu as aussi illustré chez Planète Rebelle les aventures de Pollux et d'Optimus. Et oui, quelle belle collection à la courte échelle. L'agence Mysterium. Quelle belle initiative de cet éditeur-là. Vous êtes beaucoup d'illustrateurs et illustratrices de bande dessinée à collaborer dans cette collection de romans de peur-là. C'est comment le travail d'illustratrice? Est-ce que ça te permet de ventiler entre 2 albums de bande dessinée? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta démarche d'autrice de bande dessinée que de travailler ou d'œuvrer aussi du côté de l'illustration? Je trouve que c'est quelque chose de très différent qui va chercher vraiment d'autres trucs je sais pas, d'autres bouts de mon cerveau, j'ai l'impression. Comme parce que quand je fais de la bande dessinée, je suis beaucoup dans l'écriture, dans la création et tout. Puis quand je fais de l'illustration, c'est plus comme je mets mon dessin au service de l'histoire de quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a un truc, comme j'ai envie de dire automatique, mais c'est pas de manière péjorative. Moi, je trouve ça vraiment très le fun de comme dessiner des petits personnages. Puis on me dit comme il doit être dans telle position. Puis je suis comme OK, c'est le fun. Fait qu'il y a un truc qui vient, comme le travail d'illustratrice, je trouve qu'il vient rythmer mes journées de manière le fun. Puis ça me permet souvent de pas virer folle juste avec la bande dessinée. Non, mais pour vrai, comme
Tu sais, ça me permet d'accomplir des choses. Il y a quelque chose de plus rapide, de plus organique. Euh, Puis c'est complètement un autre pan de mon travail. On remarque aussi dans ta production au fil du temps euh, que tu abordes, en fait, que tu deviens militante. J'aurais envie qu'on parle de ce volet-là de ta production. Sur ton site web, on peut voir, entre autres, une bande, moi, dont j'ai beaucoup aimé la finale, concernant la pièce Les Fées ont soif de Denise Boucher, qui est une pièce de théâtre du répertoire québécois, mais du répertoire international, qui a une importance incroyable par rapport au mouvement féministe et par rapport à la condition féminine. C'est-à-dire que c'est une pièce des années 70 qui disait, et là, je résume grossièrement, mais c'est le point s'attend. Puis là, c'est dit, ça va faire, on est l'égal des hommes et on va être traité à juste titre. Alors, tu as illustré quelques planches autour de ce texte-là qui m'a fait beaucoup. La finale m'a fait beaucoup rire. Comment c'est arrivé ça? Comment s'est invité l'aspect militant dans ton travail? Est-ce que ça vient par défaut parce qu'on est une femme? Moi, je ne pense pas. Mais, évidemment, il faut que je te pose la question de ma perspective d'homme. Ouais. Mais comment ça s'est articulé? Comment ça a pris tranquillement son espace dans ton œuvre? Ben, c'est une bonne question parce que, mettons, pour cette bande dessinée-là dont tu parles, c'est vraiment souvent, en fait, c'est vraiment des clients qui vont venir vers moi. Fait que j'imagine qu'il y a quelque chose dans mon travail qui reflète le fait que je partage ces opinions-là. Comme par exemple, j'avais aussi illustré des affiches contre le harcèlement de rue. Oui. Puis c'est ça, on dirait que je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que c'est, d'une part, c'est des gens qui pensent à moi parce qu'ils voient passer mon travail. Je pense que, mettons, si on a vu un peu les petits garçons, on voit qu'il y a des... qu'il y a un point de vue assez précis. Tu sais, je prends le parti des filles, puis de l'entre-filles, puis de la sororité, l'amitié féminine et tout. Puis après ça, je pense qu'il y a aussi que moi, c'est ça, il y a des clients qui vont venir vers moi avec des projets qui ne vont pas nécessairement tout le temps me donner envie de travailler dessus. Puis quand il y a des propositions comme ça, ben tout de suite, je suis comme, ah oui, ça m'intéresse. C'est, mettons, la pièce de théâtre Les Fées ont soif, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais lue. Puis... Oui, évidemment, tu es trop jeune. Même moi, je n'avais pas l'âge dans les années 70 d'y assister. Mais donc, est-ce que tu connaissais ce texte-là à la base? Ou c'est vraiment... Je le connaissais de nom, mais ça a été l'opportunité de lire dessus et de faire de la recherche dessus. Fait que, c'est ça, c'est aussi j'aime ça avoir des opportunités de travail qui me permettent d'en apprendre sur des sujets X. Puis, mettons, c'est ça, je fais de la vulgarisation scientifique des fois. Puis, c'est ça, j'aime ça avoir des contrats que je vais trouver intéressants, puis que ça va pas être juste comme illustrer des choses que je trouve absolument plates, là. J'ai envie de créer des choses qui m'intéressent puis qui m'inspirent aussi. Fait que je pense que ça va naturellement dans ce sens-là. Mais c'est vrai que quand on lit Les Petits Garçons, on sent le germe de quelque chose dans cet album-là qui n'était pas présent forcément, ou en tout cas pas aussi fort dans la série Glorieux Printemps. D'ailleurs, Glorieux Printemps, Sophie, tu étais jeune. Quel âge avais-tu quand tu as fait ça? 14 ans? Non, j'avais 20 ans. Mon Dieu! C'est fou parce que il y a une telle maîtrise, une telle maturité dans ton travail que, en te relisant, il a fallu que je me souvienne, en fait, que la première fois que je t'avais interviewé, c'était à mes débuts du Journal de Montréal, au début de Pow-Pow. Tu es arrivé rapidement dans le catalogue Pow-Pow. Ouais, je pense que c'est une des premières entrevues que j'ai passées. Ah bon? Ouais. Mon Dieu. Oh, je me sens vieux. C'est comme, c'est FX de réalité. Merci. Déjà là, je me sentais vieux. Là. Maintenant, je me sens un vieillard. Merci, Sophie. C'est très gentil.
Euh, mais c'est ça, donc. Et pour ça, Luc a l'œil, c'est sûr et certain, parce que dès le premier tome, Le Glorieux Printemps, ça a été clair pour tellement de lectrices et lecteurs de faire waouh! OK, qui est Sophie Bédard? D'où sort-elle? C'est une entrée, moi je trouve que c'est une entrée en matière remarquable parce que, bon, c'est pas le propre de tous les autrices-auteurs hein, de livrer une première œuvre aussi, à mon humble avis, maîtrisée, forte. Tu sais, tu fais référence à ce que j'ai fait à la télévision, mais je te dirais, Sophie, que si tu m'avais vu dans mes premiers pas comme acteur, je peux te dire que c'était très marquant. Même moi, je m'en souviens pas. Probablement parce que je veux pas m'en souvenir aussi. Mais c'est ça. Donc, et tu as terminé Glorieux Printemps. Évidemment, moi, comme lecteur, la question que je me posais, c'est bon, ben maintenant, où va-t-elle aller, Sophie Bédard? Et Les Petits Garçons, pour moi, ça a été une claque parce qu'encore une fois, c'est un autre album qui est une autre étape dans ta production. Et c'est comme si déjà, en lisant Les Petits Garçons, tu nous disais, ben voici, je suis rendu ailleurs. Mais c'est déjà loin, alors qu'il y a somme toute très peu d'albums encore. Donc, la beauté de la chose, c'est que tu es jeune et que tu as encore beaucoup à offrir. D'ailleurs, bon, je veux dire, tu as gagné des prix, tu as été en lice à de nombreux prix. D'ailleurs, Félix et la maison qui marchait la nuit, hein, je le disais d'entrée de jeu, sélection officielle pour le prix jeunesse d'Angoulême, c'est quand même pas banal. Tu as pris ça comment, cette nouvelle-là? Je pense que j'y croyais pas vraiment. Il y avait quelque chose de très irréel là-dedans. Je l'avais pas vu venir, fait que ça m'a fait super plaisir. Puis j'étais comme ah! Ça m'a fait un peu capoter. Et est-ce que ça, évidemment, avec la sortie de l'album en Europe, justement, là, ça a permis à un nouveau public de te découvrir? Parce que oui, les albums de Papa sont diffusés en Europe, mais je veux dire, Papa doit se battre contre 6000 quelques nouveautés annuelles là, et des centaines et des centaines d'éditeurs. Donc, est-ce que tu as senti lors de ta promotion et de ta visite là-bas en Europe que tout à coup, les gens avaient un intérêt ou te découvraient? C'est dur à dire parce que je pense que qu'est-ce que je trouve le fun avec La Ville Brûle, c'est que c'est ça, c'est une petite maison d'édition indépendante, mais ils font un réel travail avec les lecteurs et aussi beaucoup avec les libraires. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé le fun. On a fait des séances de dédicaces dans des librairies spécialisées. Et des fois, ça arrivait qu'il y avait personne qui venait parce que, je veux dire, c'est ça la vie. Mais qu'est-ce que je trouvais le fun, c'est que les libraires, ils connaissaient mon travail, ils connaissaient La Ville Brûle. Il y avait comme un réel intérêt pour les œuvres et tout. Fait que c'est ça, je pense que je va falloir que j'attende un peu pour voir comme les répercussions sur le public et tout, mais il y avait quelque chose que je trouvais le fun c'est ça, de voir qu'il y avait des gens qui sont dans le travail auprès des clients, qui ont vraiment comme une clientèle qui voit comme à toutes les semaines, puis qu'ils savent ton nom, ils savent t'es qui, ils ont aimé ton livre. Juste ça, c'est comme, c'est tellement beaucoup, tu sais. Fait que, ouais, oui, c'est parce ça. qu'il y a un travail de médiation qui est très important et qui est fait par les libraires. Exact, ouais. Et c'est fou parce que, encore une fois, je vais en revenir à mon vieil âge, Sophie, puisque tu as ouvert la porte. J'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée québécoise, probablement sûrement que tu n'étais pas né. Et dans les années 90, je veux dire, c'était la conversation qu'on a présentement par rapport à un album publié en Europe qui rencontre un lectorat à l'étranger. C'était de la science-fiction. C'était quelque chose, tu sais, à cette époque-là, il y avait eu Cédric Lotte qui avait publié
dans Métal Hurlant. Il y avait les Red Ketchup, mais de manière très, très obscure chez Dargaud, qui avait été publié là-bas au début des années 90. Tu sais, il y avait les Pixies aussi. Il y avait quelques petits trucs, mais je veux dire... Mais de se dire que des auteurs, des autrices d'ici qui seraient publiés à l'étranger et qui iraient faire la promotion de leurs œuvres à l'étranger et qui pourraient converser avec des lectrices et lecteurs, c'était de la science-fiction. Ouais. Mais toi, quand tu es arrivé dans le milieu, autour des années, ton premier album, c'est quoi? C'est 2011, 2012? 2013. Ouais. C'était déjà une réalité dans ton cas. Il y avait quelque chose qui semblait déjà du domaine du possible, non? Ouais, quand même. Je pense que moi, je suis arrivée un peu dans ce milieu-là sans m'attendre à rien. Tu sais, je pense que je m'imaginais même pas faire de la bande dessinée de manière professionnelle un jour dans ma vie. Je capotais sur la BD, puis je me sentais tellement chanceuse d'en faire éditer, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, il y a tout le temps une conversation autour de la bande dessinée québécoise que c'est comme ça bouillonne, tu sais, on est dans un bon moment, puis c'est vrai, puis en même temps, j'ai l'impression que ça fait juste ça, tu sais, ça fait juste comme augmenter de plus en plus, puis moi, je connais plus l'histoire de la bande dessinée québécoise maintenant, mais avant, je la connaissais pas du tout. Tu sais, qu'est-ce que je connaissais? C'était un peu Mécanique Générale. Papa venait d'arriver. Je connaissais de nom Réal Godbout. J'avais lu ses bandes dessinées dans Les Débrouillards parce qu'il en faisait Oui. des trucs historiques. Il faisait de la vulgarisation historique, genre quelque chose comme ça. Oui. Fait que c'est ça, moi, c'était ça que je connaissais. Fait qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un goût de renouveau, mais en même temps, tu te rends compte qu'il y a tout le temps eu des gens qui se débattaient un peu contre le fait que la bande dessinée n'est pas bien reconnue au Québec. Puis c'est encore le cas en ce moment. On n'a pas les lectorats de nos rêves, mais en même temps, on a des excellents lecteurs puis des publics qui sont très, très intéressés à ce qu'on fait et très attentifs. Fait que, je sais pas, je trouve ça de plus en plus le fun. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Puis que Luc, des fois, il dit genre, mon rêve, c'est que mes auteurs, ce soient des rockstars. Oui, c'est très Luc Bossé, ça, comme réflexion. Oui, il faut l'imaginer avec sa voix, tu sais. Et sa belle moustache aussi. Oui, hein? son excellente moustache. Mais sa belle moustache à Luc Bossé. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de Luc Bossé, donc je saisis l'occasion. C'est drôle parce qu'il a réussi un pari très, très audacieux, Luc, et c'est de positionner sa structure éditoriale par rapport de manière à deux choses. Attirer un nouveau lectorat et fidéliser un lectorat qui n'est pas forcément un lectorat de bande dessinée. Et je m'explique. Il y a plusieurs des auteurs et des autrices chez Pau qui sont suivis par des gens qui autrement lisent très peu de bande dessinée. Et ça, c'est vraiment particulier. Et au niveau médiatique aussi, c'est une structure qui a réussi à se placer, à occuper un espace qui lui est propre. Hein? On pense notamment à Plus on est de fou, plus on lit, une émission qui a duré pendant plusieurs années à la radio de Radio-Canada, animée par Marie-Louise Arsenault. Je veux dire, pratiquement à chaque nouvel album de Pau, il y a quelqu'un qui allait à cette émission-là qui était très, très écouté. Qui allait en parler. Donc, il a réussi ça, évidemment, avec le catalogue qu'il a, avec les autrices et les auteurs qu'il a réussi à assembler. Et ça, je trouve que c'est pas banal, parce que, effectivement, quand tu dis c'est une courbe ascendante, oui. Puis moi, je pense que la bande dessinée, et c'est ça qu'on sent qui arrive, il faut qu'elle sorte du cadre du 2000, 2500, 3000 achats habituels de lecteurs, lectrices qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais, Paul de Michel Rabagliati aura largement contribué à ça, aura frayé un chemin.
Et là, on voit déjà, et moi, ma crainte comme observateur, c'est de me dire, est-ce que la porte va se refermer après ça? Et pas du tout. Il y a plein d'albums, il y a plein d'autrices, d'auteurs, de structures éditoriales qui prennent le pas. Et tout à coup, on sent vraiment que la bande dessinée a le pied dans la porte du lectorat. Et moi, je pense aussi que ce que tu fais comme bande dessinée a cet attrait-là. C'est-à-dire que quand on te lit, on n'a pas besoin d'avoir les clés du temple de la bande dessinée du 9e art, pas besoin d'avoir lu tout. On embarque dans un album de Sophie Bédard comme on embarque dans une œuvre, point, peu importe. On n'a pas besoin d'être un spécialiste, on n'a pas besoin d'être un cinéphile pour apprécier un film de Jim Jarmusch. Ben, on n'a pas plus besoin d'être un BD-phile, et ça, c'est un terme tellement laid, pour apprécier un album de Sophie Bédard. D'ailleurs, toi, est-ce que tu le rencontres, ton public? Qu'est-ce que ton public te dit dans les événements? Tes lectrices, tes lecteurs, là, y a-t-il un commentaire qui revient lorsque tu les rencontres dans les événements suite à la lecture de tes albums? Ah non, je ne saurais pas dire. Ben je pense avec Félix, c'est le plus récent. Les autres, ils datent un peu, mais je pense que c'était le fait que c'est ça, que c'était le fun d'avoir une bande dessinée qui parlait de ces sujets-là pour des enfants, puis que même des adultes avaient trouvé ça touchant. Mais sinon j'aurais du mal à trouver. Je pense que qu'est-ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est Jimmy Beaulieu qui m'a dit ça pendant un atelier, puis c'est pas le seul qui m'a dit ça, mais que qu'est-ce qui sort de mon œuvre souvent, c'est les personnages. Le fait que je crée comme des histoires qui sont guidées par des personnages quand même construits, puis que ils ont une personnalité propre, un caractère qui va guider leurs actions et tout ça. C'est vrai, et c'est un commentaire très juste de Jimmy. Tes personnages sont très bien campés. Et ça, on le remarque. Ben, moi, évidemment, je ne peux pas renier mon métier d'acteur. Donc, quand je te lis, pour moi, tout de suite, les personnages sont clairs. Parfois, on lit une œuvre et puis bon, là, on se dit, OK, mais là, les personnages, tel personnage, on sait... ça prend, il y a l'air d'aller. Hein. Tranquillement, ça se construit. Toi, paf, on arrive, c'est tout de suite. C'est clair. D'ailleurs, avant d'en arriver à la bande dessinée, tu disais que tu rêvais de faire de la bande dessinée. Que lisait la jeune Sophie Bédard? Et pas juste en bande dessinée, mais en général, bande dessinée, littérature. Je lisais beaucoup de romans. Je sais que j'ai eu une grosse période Michel Tremblay. Beaucoup de fantasy. Je lisais énormément mon Dieu, là, forcément, on me demande des noms, fait que j'ai tout oublié. Mais c'est ça, quand j'étais ado, je ne lisais pas tant de bandes dessinées que ça. Je lisais beaucoup de romans. Puis c'est vraiment quand je suis arrivée comme à 17-18 ans, quand je suis arrivée au Cégep du Vieux-Montréal, en fait. J'étais entre la bibliothèque du Vieux, avec une très bonne sélection de bandes dessinées, et la BANQ, qui a une autre très bonne sélection de bandes dessinées. Fait qu'est-ce que je faisais? C'est comme, à tous les jours, je remplissais mon sac de comme 5-10 bandes dessinées. Je les lisais dans le bus au retour, parce que je faisais comme 3 heures de transport en commun par jour, parce que, en tout cas... Puis je lisais ça, fait que j'ai comme eu une période de quand j'étais au vestibule, l'atelier de bande dessinée de Jimmy Beaulieu d'ailleurs, je suis vraiment tombée là-dedans complètement. Puis sinon, avant ça, moi je le répète souvent, je suis vraiment je suis de la période des blogs BD. C'est arrivé pendant que j'étais ado et ça l'a fait exploser mon cerveau de voir des gens qui se mettaient en scène dans des petites bandes dessinées. Ça a été un peu ma première école de faire ça. Je racontais, c'est ça, mes sorties avec mes amis, des trucs sûrement très intéressants pour des personnes extérieures. Mais comment on est allé au cinéma puis on a mangé de la pizza. Fait que c'était ça mes premières bandes dessinées, mais ça m'a permis de comprendre les codes, de comprendre comment faire des trucs facilement lisibles et tout. Mais ouais, c'est... Ben, c'est une école, hein?
Ouais. Souvent, les gens ne s'imaginent pas, les gens qui sont pas, qui évoluent pas dans la sphère artistique, ne s'imaginent pas à quel point l'apprentissage, c'est long, que nos débuts sont souvent très souffrants. Peut-être quelques rares cas d'exception, mais c'est ça, il y a une éducation à faire. D'ailleurs, tu mentionnes l'atelier de Jimmy Beaulieu. C'est fou de penser à quel point Jimmy a formé du monde, mais non seulement formé des gens. C'est pas tant, moi, je pense que c'est pas tant la formation que de susciter les rencontres et d'élargir les perspectives. Ouais. Quel impact a eu l'atelier de Jimmy Beaulieu, selon toi, dans ta vie, dans ta carrière d'autrice? Il y a comme une semaine ou deux, j'étais allée offrir un atelier à l'atelier de Jimmy, justement. Puis en me rendant là, ben comme autrice invitée, puis j'étais comme oh shit, en tout cas, ça m'a fait vivre des émotions. Mais je pense que ça m'a permis d'avoir un endroit où à chaque semaine, je pense que j'essayais beaucoup de me prouver à cette époque-là. Tu sais, je faisais de la bande dessinée tout le temps dans mes temps libres. Fait que comme je voulais arriver avec quelque chose, je voulais avoir à montrer des choses. Il y a un truc que je trouve qui est très, très le fun aussi. Quand mettons, un conseil qu'on peut donner, moi, ça serait, quand on commence à faire de la bande dessinée, essayer de faire des histoires courtes, tu sais. Je trouve que c'est une très bonne école d'essayer de faire des histoires courtes, des histoires qui tiennent en comme 8 pages puis qui sont complètes. Puis juste de commencer à dessiner ça, tu vas apprendre plein de choses. Puis je dirais les rencontres, c'est juste que moi, j'étais tellement anxieuse que ça m'a pris genre 2 ans pour arriver à parler à du monde. Tu sais, je m'assoyais en avant de la classe, puis je parlais à personne. Puis je pense que genre ma première rencontre avec Sviane, tu sais, on s'écrivait sur nos blogs. Elle savait j'étais qui, mais j'allais à l'atelier puis j'y parlais pas parce que j'étais trop gênée. Puis il a fallu que ce soit ma mère qui lui achète toutes de ses planches originales puis qui dit tu la donneras à ma fille, c'est Sophie Bédard est en ton cours pour que finalement j'aille lui parler. J'étais tellement gênée. Fait que tu sais les rencontres, oui, mais ça m'a pris du temps. C'était compliqué. Wow. Ah, c'est une belle anecdote ça quand même. Oui. Ah oui, c'est quand même une belle anecdote. Hey, d'ailleurs, as-tu lu le plus récent Colosse de Jimmy, vos 50 premières pages? Non, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté encore. Mais ça a l'air vraiment bon. J'ai vu plein de gens, puis le titre me parle vraiment beaucoup. Ah, c'est une lecture formidable. C'est fou parce que, tu sais, il existe beaucoup d'ouvrages très, très intelligents sur la bande dessinée, très scolaires, là. Thierry Grostin, là, le système analytique de la bande dessinée, tout ça, là, et ce petit colosse-là, pour moi, comme lecteur, moi, j'ai plus appris, et Dieu que j'ai eu du plaisir. Parce que tout à coup, et je pense que c'est ce qui fait que Jimmy est un bon enseignant, c'est qu'une proximité, tu vas voir en le lisant, tu vas sentir qu'il est tout près de toi. Il n'y a pas de distance entre l'enseignant et l'élève. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est un contact direct. Ne serait-ce que Jimmy nous fait sentir dès le départ que lui-même, oui, il enseigne, mais il vit la même chose que tous les autres artistes à qui il enseigne. Donc, lui aussi, il est frappé de doutes dans sa pratique et personne n'y échappe à ça. Et corrige-moi si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que le travail de Jimmy comme enseignant en est un de bienveillance. Oui. Oui, non, je pense que c'est le fun parce que Jimmy a... Je sais pas comment trouver le mot, mais il y a quand même des codes moraux qui s'imposent un peu en bande dessinée, genre que il faut, ben pas il faut, mais comme il aime beaucoup l'idée du premier jet, du dessin libre un peu, il aime beaucoup
c'est ça, les premiers essais. Mais après, quand d'autres personnes vont arriver avec d'autres manières de travailler, il ne va jamais imposer sa vision aux autres. Il va toujours essayer de fonctionner autour de ça, puis d'avoir c'est ça, comme tu dis, un regard bienveillant sur les méthodes de travail. Puis justement, moi, je pense que c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté dans la vie en général, mais en bande dessinée. C'est quand les gens y arrivent au-dessus de ta feuille, puis ils disent comme non, tu fais pas ça de la même manière, genre ta méthode de travail est pas bonne et tout. Puis moi, qu'est-ce que je trouve le fun avec la bande dessinée, c'est qu'on peut inventer. Tu sais, c'est tellement libre comme médium. Puis je sais que c'est frustrant maintenant qu'on n'a pas le lectorat qu'on mérite et tout, mais en même temps, je trouve qu'il y a une belle liberté qui vient avec ça, dans le sens qu'on est tout le temps en train d'évoluer à l'extérieur de tout ce qui est commercial et tout. Puis que c'est ça, ça permet à des créateurs de trouver leur propre méthode de travail. Puis moi, je suis tout le temps en train de réinventer ma méthode de travail. Je suis tout le temps en train de m'imposer des règles, puis après ça, de devoir les casser. Fait que s'il fallait que j'ai comme un professeur qui me dise, tu sais, je veux dire, je regardais des albums de Spirou, puis il y avait, mettons, des auteurs de bande dessinée qui disaient leur méthode de travail, puis je pense pas que c'était voulu, mais c'était un peu comme, voilà comment on fait de la bande dessinée de manière professionnelle. Puis après ça, ben, c'est le fun de comprendre comment ça marche ça, mais après ça, de pouvoir le déconstruire un peu. Puis de dire, OK, ben moi, je travaille mieux comme ça. Puis je travaille mieux quand je peux recommencer tout après avoir fait tant de pages, puis me dire, OK, je déconstruis tout, ou je fais un premier jet finalement. Puis je sais pas, je trouve ça cool, la bande dessinée, la liberté que ça peut offrir. Puis Jimmy, c'est quelqu'un qui permet ça dans ses cours, puis qui va jamais arriver avec comme un jugement de valeur sur ton travail. Ben, c'est important, ça, parce que évidemment, et c'est pour ça que je pense que c'est la bienveillance qui prévaut dans. Puis aussi, lui-même, comme artiste, hein, c'est quelqu'un qui constamment, là, il s'est mis au dessin à iPad. J'en revenais pas. Je me disais, mon Dieu, OK, je ne pensais pas qu'on irait jusque-là, mais lui-même, comme artiste, c'est quelqu'un qui constamment redéfinit, réinvente sa pratique et son approche au dessin. Ouais. Là, j'aimerais que tu nous dises, dans la mesure du possible, parce que tu nous parlais d'entrée de jeu que là, tu prépares un prochain album, que tu en étais au découpage. Que peux-tu nous dire de ce prochain projet? Tantôt, j'ai comme réalisé que, tu sais, mettons, Glorieux Printemps, c'est des ados qui vivent dans la ville où est-ce que j'ai grandi, c'est-à-dire la prairie, même si c'est jamais nommé ni très bien dessiné que ça se passe là. Puis là, ça se passe dans le centre commercial où est-ce que je travaillais justement quand j'étais adolescente, qui est Place Lastissière à la Prairie, entre la Prairie et Brossard. Et ça va être encore autour de... Ben, le personnage principal va avoir 19 ans, puis il y a une espèce de retour fin de l'adolescence et tout. Sauf que ça va être super fantastique. Ça va être comme une espèce de film d'action avec des monstres. Ah bon? Ouais, fait que je vais comme en ce moment j'ai énormément de fun de justement sortir. Ben avec Félix à la maison qui marchait la nuit, j'étais un peu plus allée vers le fantastique et tout là parce que tu sais c'est pas full réaliste. Mais là je pense que j'ai vraiment le fun de ma vie à mélanger le réalisme et le fantastique, d'avoir des gens qui travaillent dans un centre commercial puis qui en fait le titre ça va être pour l'instant c'est un site de travail mais ça s'appelle Maya contre la malédiction du centre d'achat. Donc, c'est une malédiction qui tombe sur un centre d'achat. Donc, il y a des gens qui doivent se battre contre des monstres et c'est à la fois drôle et dramatique et j'ai énormément de plaisir à dessiner ça. Je dois dessiner beaucoup de décors. Je suis allée prendre des photos dans mon centre commercial où est-ce que je travaillais. D'ailleurs, moi aussi, je me suis mise à travailler sur l'iPad, pas pour les dessins finaux, mais pour les esquisses et ça m'aide énormément pour tout ce qui est perspective. Fait que vive les nouveaux outils puis tout ce qu'ils ont à nous offrir, j'adore ça. Et voilà. Et c'est drôle quand même de prendre un lieu aussi beige qu'un centre d'achat et d'en faire le théâtre d'une aventure fantastique. Ouais. Ben, on a vu quand même, bon, évidemment, dans Stranger Things, on a quand même quelques éléments là, dans la culture populaire. Là. J'écoutais même un épisode de Last of Us où les deux filles vont dans un centre d'achat. Et c'est drôle parce que c'est un lieu tellement beige, un centre d'achat par définition.
Mais en même temps que ce soit le théâtre d'une aventure fantastique, ben justement, c'est inattendu, puis, et c'est riche de possibilités. Ben, c'est ça, moi, ce qui me faisait triper, c'est un peu d'avoir des personnages qui ont des petits jobs comme ça, payés à temps partiel, payés salaire minimum. D'explorer ça parce que j'ai connu ça, ça a été ça mes premiers emplois. J'ai travaillé là pendant 3 ans. Fait qu'il y avait toute une petite faune autour de ce centre commercial-là que depuis toujours, je me dis que je veux faire une bande dessinée qui se passe là. Parce que tu te dis qu'un centre commercial, c'est beige, mais il y a pas grand place plus beige que la place Lastière, la Prairie. C'est vraiment Ah ouais? OK, parce que moi, je ne veux pas te relancer, mais pendant 2 semaines à peu près, durant mon adolescence, j'ai vendu des billets de l'Auto-Québec dans un centre d'achat à Valleyfield qui n'existe plus. Ah, OK. Au centre d'achat du Kmart où il y avait à peu près 4 clients par jour. Mais c'est une faune, hein? C'est drôle, un centre d'achat, parce qu'on a l'impression... En même temps, il y a quelque chose de près de l'univers fantastique, parce qu'on a l'impression d'être dans une autre dimension. Mm-hmm. Surtout les vieux, là, pas les nouveaux centres d'achat à multi-étages avec des escaliers roulants et tout ça. Là. Moi, on parle de vieux centres d'achat. Là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très particulier. Ben, écoute, j'ai déjà très hâte de te lire. Mais pour ça, il va falloir que tu le réalises. Ah, mon Dieu, ça va arriver, puis j'ai tellement de fun à le faire. Ben, tant mieux, parce que le plaisir est une chose contagieuse et ça, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans ton travail. Aussi, dans Félix et la maison qui marchait la nuit, même si tu abordes des sujets qui sont quand même conséquents, qui sont quand même importants, ça n'exclut pas tout le plaisir qu'on sent que tu as à faire ça. Et l'idée de la maison qui marche la nuit, qui se promène, c'est tellement génial. Comme si au fond, on avait beau fuir quand on fuit les gens, hein, quand on est en dépression, quand on est triste, souvent, une tristesse profonde, on se tient à un bras d'écart de tout le monde, souvent. Et moi, de ma perspective d'adulte, ton album me rappelle à quel point je suis ma propre demeure. Donc, tant et aussi longtemps que je vais me fuir, j'arriverai jamais à bon port. Et il y a ça aussi dans cet album-là, et c'est à quel point il faut faire face. Il y a un moment où il y a une étape dans le deuil, où la dépression, on se dit, OK, il faut accepter l'aide extérieure parce qu'il faut accepter sa propre souffrance. Ouais. Et il faut s'enraciner en soi-même. Et ça, tu sais, à la sortie d'une pandémie mondiale, avec tout ce que ça a créé, tout ce que ça a suscité aussi de discussion, de réflexion, d'ouverture, c'est un album, moi je trouve que c'est un album qui fait œuvre utile. Et vraiment, je t'en remercie et je félicite tes éditeurs d'avoir eu l'audace et d'avoir eu le flair de te dire oui. Et de t'accompagner dans la création de cet album-là. Vraiment, bravo, ça mérite tous les prix du monde. Ah, merci beaucoup. Et tu sais, le lectorat jeunesse, c'est, à mon humble avis, le meilleur lectorat. Parce qu'avec eux, c'est une ligne directe avec le cœur, tu as un contact direct, d'égal à égal. Ils ne vont pas te bullshiter, jamais. Ils vont te donner leur juste. Et souvent, ils vont remarquer des choses dans ton travail. C'est une perspective que même des adultes ne sentent pas. Il y a quelque chose je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux avec la jeunesse qu'on perd hein, quand on devient adulte. Et donc, bravo pour ton album. C'est vraiment un super album. Bon, là, je pourrais continuer de te dire ça pendant Sophie, mais tu vois, c'est ça, je suis un vieil homme, je radote. Alors, écoute, je te souhaite bon vent dans la création de ton prochain album, dont il me tarde de lire cette aventure fantastique dans un centre d'achat de la Prairie. Donc, je te souhaite bon vent et je te souhaite encore une fois tout le plaisir dans la création. Parce qu'au-delà des nombreux talents que tu as, il y a toujours chez Sophie Bédard le plaisir de l'exécution qui se transmet
aux lectrices et lecteurs. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on revient toujours te lire. Une fois qu'on t'a découvert, là, on est fidèle par la suite, c'est sûr et certain. Ah, ben merci beaucoup, puis merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast. Ça m'a fait... Oh, ben, ça me fait plaisir. Écoute, merci de m'accorder de ton temps. Sinon, je serais seul en train de parler et de radoter comme un vieil homme. Et ça, ça intéresse personne. Même pas matière à faire un blog de ça. Bon, ben Sophie, merci beaucoup. Merci à toi. Pour suivre Sophie Bédard, rendez-vous au sobédard.tumblr.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel / entre deux cases. À bientôt